Alors, dans cette capsule, nous allons parler de la loi de Poisson et de la loi hypergéométrique. Commençons par un bref rappel de la loi binomiale qu'on a vue dans la dernière capsule vidéo. Alors, la question est la suivante. On vous dit dans un lac contenant de très nombreux poissons, on estime que 60% des poissons sont des truites. Un pêcheur attrape 15 poissons. La question, quelle est la probabilité qu'il attrape exactement 10 truites? Alors, première chose, bien sûr, on va définir notre variable. Alors ici, x, c'est le nombre de truites attrapées parmi les 15 poissons. Le support de la variable, ce sont tous les entiers de 0 à 15. Et on parle vraiment ici d'un cas de ou bien on attrape une truite ou bien on n'attrape pas une truite. La probabilité d'un succès demeure toujours la même. Remarquez qu'ici, ben, on triche un petit peu dans cet exemple-là. Parce que c'est pas une pêche qui est faite avec remise. Sauf que, comme on dit dans le lac qu'il y a de très nombreux poissons, ben si on enlève une truite du lac, ça change pas vraiment les probabilités que le pêcheur en attrape une autre. Alors c'est pour ça qu'on va tricher et on va accepter que la loi binomiale peut faire le travail, même si c'est pas un tirage qui est fait avec remise. Donc, si on suppose ça, ben ça veut dire qu'on est dans un cas de succès-échec. Donc, on attrape une truite ou on n'attrape pas une truite. On a toujours la même probabilité de succès, c'est-à-dire 60%. Donc, ça, c'est le contexte de la loi binomiale. Donc, on a une binomiale 15, 0,60. Et quand on vous demande la probabilité d'attraper exactement 10 truites, ben, je vous rappelle cette formule que vous venez de voir au bas de l'écran, qui vous indique donc la formule de probabilité pour une loi binomiale. Et ça veut dire que la probabilité que x soit égal à 10, ben, ce sera donné par combinaison de 10 dans 15, 0,6 à la 10 et 1 moins 0,6 à la 5, qui fait 0,1859. Question B. Quelle est la probabilité qu'il attrape 12 truites ou moins? Ben, ça veut dire qu'il faudrait calculer la probabilité qu'il en attrape 0, 1, 2 jusqu'à 12. C'est un peu long. Alors, on peut tout simplement passer par le complément et dire que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 12, c'est égal à 1 moins la probabilité que x soit supérieur à 12. Donc, 1 moins la probabilité que x égale 13, 14, 15. Et par la formule de loi binomiale, ben, on peut trouver ça assez facilement, ce qui nous donne une probabilité de 0,0342. Et finalement, question C, trouver l'espérance et la variance du nombre de truites attrapées. Ben, on a vu des formules pour l'espérance et la variance dans le contexte d'une loi binomiale. Donc, l'espérance, elle est donnée par n fois pi, ce qui veut dire 15 fois 0,6, qui donne 9. Et la 9 truites. Et la variance, c'est n fois pi fois 1 moins pi, donc une variance de 3,6 truites carrées. Ça paraît drôle un peu des truites carrées, mais rappelez-vous que dans la variance, les unités de mesure sont toujours des unités carrées. Et finalement, on vous dit, ben, le pêcheur se rend au village, vend chaque truite 3 $ et donne les autres poissons à un organisme d'aide alimentaire. Il a payé son permis de pêche 12 $. Alors, déterminez l'espérance et la variance du gain monétaire réalisé par le pêcheur. Alors, notre variable ici, qu'on va appeler Y, correspond au gain monétaire du pêcheur. Y va être égal à 3x moins 12, parce qu'il reçoit 3 $ par truite et il a payé 12 $ pour son permis de pêche. Et l'espérance de Y, donc, va être donnée par 3 fois l'espérance de x moins 12, c'est-à-dire, étant donné la propriété de l'espérance de ax plus b est égale à a fois l'espérance de x plus b. Donc, ça donne une espérance de 15 $. Et la variance de Y, ben, ça va être égal à 3 au carré fois la variance de x, puisque la variance de ax plus b, c'est égal à a carré fois la variance de x. Donc, ça nous donne une variance de 32,4 $ carré. Parlons maintenant de la loi de Poisson. Vous avez peut-être remarqué que dans vos notes de cours, il y a une démonstration qui est là, qui est quand même assez longue.
qui vous donne de l'origine, dans le fond, de la fonction de probabilité de la loi de Poisson. Qu'est-ce que vous devez retenir, surtout de cette longue preuve-là? J'ai envie de dire, c'est le début. Le début du fait qu'on a obtenu la fonction de probabilité de la loi de Poisson en partant d'une loi binomiale où n tendait vers l'infini. Donc, c'est des cas où est-ce qu'on a un nombre d'expériences qui tend vers l'infini. À ce moment-là, forcément aussi une probabilité faible. Et dans des situations comme ça, c'est là qu'on va retrouver la loi de Poisson. Quand est-ce justement qu'on va utiliser la loi de Poisson? Il y a deux situations principales où on va l'utiliser. Premièrement, quand on a un nombre d'événements aléatoires sur un intervalle de temps. Par exemple, le nombre de taxis libres qui vont passer devant le collège pour le prochain 20 minutes, ben, ce serait un événement qui suit une loi de Poisson. Il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit des événements qui sont programmés. Par exemple, si c'était le nombre d'autobus qui vont passer devant le collège dans le prochain 20 minutes, ce serait pas bon. On ne pourrait pas prendre la loi de Poisson parce que les horaires d'autobus font en sorte qu'à certaines heures de la journée, on fait passer plus d'autobus et à certaines heures moins. Donc, ce sont des événements qui sont, si on veut, régulés par les horaires d'autobus. Alors que les taxis, c'est beaucoup plus aléatoire. Les taxis n'ont pas de trajet prédéterminé. Ils se promènent à gauche, à droite et ils ramassent un client de temps en temps. Donc, ça, c'est un événement qui serait considéré comme aléatoire et qui suivrait une loi de Poisson. Un autre exemple aussi, c'est le nombre d'événements aléatoires sur une surface. Par exemple, le nombre de défauts qu'on retrouve sur une plaque d'acier de 0,5 m². On pourrait considérer que ça suit une loi de Poisson. Alors, c'est principalement dans ces deux situations-là qu'on va utiliser la loi de Poisson. De la longue démonstration aussi que vous avez dans vos notes de cours, ben, il faut également retenir ce résultat-là que vous avez à la fin, où est-ce qu'on dit que si une variable aléatoire discrète x est distribuée selon une loi de Poisson de moyenne lambda, ben, on écrit à ce moment-là que x est distribué selon une Poisson lambda. Je vous rappelle que ce symbole-là ici voudra dire pour nous est distribué selon, et le P va représenter la loi de Poisson. Ben, la fonction de probabilité sera donnée par la formule suivante. La probabilité que la variable aléatoire soit égale à une valeur petit x, ce sera égal à e à la moins lambda, lambda à la x sur x factoriel. Et je vous rappelle que lambda, ce sera le nombre moyen de fois qu'un événement survient sur un intervalle de temps ou sur une surface. Alors, allons-y avec un exemple d'application de la loi de Poisson. L'exemple dit la chose suivante. Une compagnie d'assurance reçoit en moyenne 4,2 réclamations par jour. Déterminez la probabilité que dans une demi-journée, la compagnie d'assurance reçoive exactement 2 réclamations. Alors, première chose, notre variable aléatoire, donc x, ce sera le nombre de réclamations dans une demi-journée. Son support, ben, ça va de 0, 1, 2 jusqu'à l'infini. C'est difficile de mettre une borne supérieure à ça. Alors, on va mettre donc jusqu'à l'infini. Et la valeur de lambda, ben, si on vous dit qu'elle en reçoit en moyenne 4,2 par jour, ben, ça veut dire que sur une demi-journée, elle en reçoit en moyenne 2,1. Alors, lambda vaut 2,1. On écrit alors que x est distribué selon une loi de Poisson 2,1. La probabilité que x égale 2, ben, ça sera donné par e à la moins lambda, donc e à la moins 2,1, lambda à la x, donc 2,1 à la 2, sur x factoriel, donc sur 2 factoriel, qui donne 0,27. Question B. La probabilité que la compagnie reçoive plus de 2 réclamations. Ben, à ce moment-là, trouver la probabilité que x soit supérieur à 2, ça voudrait dire calculer 3, 4, 5, 6, jusqu'à l'infini, ce qui est impossible. Par contre, si on passe par le complément, ben, on sait que c'est égal à 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Et ça va être égal à 1 moins la probabilité que x égale 0, 1 et 2. Et là, ben, avec notre fameuse formule du e à la moins lambda, lambda à la x sur x factoriel, ben, ça nous donne ce résultat-là qu'on a ici. Et vous remarquerez que dans chacun des termes, vous avez e à la moins 2,1.
Alors, on peut mettre le e à la moins 2,1 en évidence. Ça va se calculer beaucoup plus facilement. Donc, il va nous rester 1, 2,1 et 2,1 au carré sur 2 factoriels. Et ça nous donne 0,3504. Voici un autre exemple où la loi de Poisson vous sera utile. On vous dit une secrétaire commet en moyenne 2 fautes de frappe par page de texte, dactylographie. Elle vient de taper un texte qui couvre 1,5 pages. Question A. Quelle est la probabilité que le texte contienne moins de 2 fautes? Ben, je vous suggère encore une fois de mettre sur pause, de l'essayer et de nous revenir dès que vous aurez complété l'exercice. Alors, voici la solution à l'exercice en question. Notre variable d'abord x, c'est le nombre de fautes de frappe dans le texte de 1,5 pages. Le support, ben, ça va de 0, 1, 2 jusqu'à l'infini. Le nombre moyen de fautes sur une demi-page, ben, comme elle en fait 2 par page, ben, ça veut dire que sur une page et demie, ben, ce sera égal à 3. Donc, elle fait en moyenne 3 fautes de frappe sur une page et demie. Et ça veut dire que x est distribué selon une loi de Poisson, lambda, vu qu'on parle ici d'un nombre d'événements sur une surface. On avait dit qu'il y avait 2 situations, le nombre d'événements sur un intervalle de temps ou encore le nombre d'événements sur une surface. Alors, quand on vous demande la probabilité que x soit inférieur à 2, donc que le texte contienne moins de 2 fautes, ben, ça veut dire qu'on doit calculer la probabilité que x égale 0 plus la probabilité que x soit égal à 1. Alors, ça veut dire à ce moment-là qu'on fait le calcul suivant et ça nous donne une probabilité de 0,1991. Comme pour la loi binomiale, il y a des formules qui nous donnent l'espérance et la variance d'une loi de Poisson. Alors, on n'a pas besoin de passer par les formules qu'on a vues il y a 2 cours, donc où est-ce qu'on avait pour calculer l'espérance, on calculait chaque valeur fois sa probabilité. Quand on a une loi de Poisson, on peut immédiatement trouver l'espérance. L'espérance, elle est égale à lambda. Et ce qui est étonnant, la variance aussi est égale à lambda. Alors, vous aurez la preuve dans vos notes de cours que la variance est bel et bien donnée par lambda. Alors, si vous voulez la lire, ben, vous pourrez le faire dans vos notes de cours. Alors, continuons l'exemple que vous avez commencé tout à l'heure concernant la secrétaire qui commettait des fautes de frappe. Question B, on vous demande en moyenne combien d'erreurs commettra la secrétaire sur 1,5 pages de texte. Alors, dans le fond, on vous demande l'espérance. Mais on a vu que l'espérance de x était donnée par lambda, donc ça veut dire qu'en moyenne, elle commettrait 3 erreurs. Question C, quelle sera la variance et l'écart type du nombre d'erreurs que commettra la secrétaire sur 1,5 pages de texte? Ben, la variance, ça aussi, c'est donné par lambda. Donc, ça correspond à 3 erreurs carrées. Et l'écart type, ben, c'est la racine carrée de la variance. Alors, ce sera racine de 3 erreurs qui sera l'écart type. Concernant maintenant la loi binomiale et la loi de Poisson, il est possible, selon certaines conditions, d'approximer une loi binomiale par une loi de Poisson. Et on va voir la situation en question. Donc, on dit que si x est une variable aléatoire discrète de loi binomiale NP, avec n grand et pi petit, alors x est approximativement de loi de Poisson NP. Pourquoi NP? Ben, il faut se rappeler que quand x est distribué selon une loi binomiale, ben, l'espérance est donnée par NP. Et si x est distribué selon une loi de Poisson, alors l'espérance de x est égale à lambda. Donc, pour approximer la valeur de lambda, qui correspond à l'espérance, ben, on a pris NP, qui correspond à l'espérance d'une loi binomiale. Alors, c'est pour ça qu'on va approximer par une loi de Poisson NP. Par contre, pour faire ça, ben, il y a des conditions. On dit que n doit être grand et pi petit. Alors, quand est-ce qu'on va considérer que n est grand et que pi est petit? Ben, il faut que n soit supérieur ou égal à 30. C'est à partir de 30 qu'on considère que n est grand.
et que pi soit inférieur à 0,1, donc une probabilité inférieure à 10%, une probabilité de succès inférieure à 10%, et que le produit des deux, que n fois pi, soit inférieur à 5. Alors, si on a ces trois conditions-là réunies, ben, on peut approximer une binomiale par une Poisson. Et c'est en raison de cette approximation-là que souvent on considère que la loi de Poisson, c'est la loi des événements rares. Alors, comme dans ce cas-ci, on veut que n soit grand et que la probabilité de succès soit petite, bien, on peut parler effectivement d'événements qui sont rares. Voici un exemple où est-ce qu'on pourra procéder par une approximation de la binomiale par une Poisson. On vous dit, dans une grande ville, il y a 4 épileptiques pour 10 000 habitants. Trouvez la probabilité qu'un échantillon aléatoire de 1500 personnes, prélevé avec remise, contienne moins de 2 épileptiques. Donc, dans ce cas-ci, ben, X, ça se trouve à être le nombre d'épileptiques dans l'échantillon. Comme c'est un échantillon qui est prélevé avec remise, ben, le support va aller de 0 jusqu'à 1500. Donc, il faudrait qu'on pige 1500 épileptiques, ce qui est peu probable, mais pas mathématiquement impossible. Et dans un cas comme ça, ben, on aurait une loi binomiale. On aurait une loi binomiale avec 1500 expériences et une probabilité de succès de 4 sur 10 000. Est-ce qu'on peut procéder par l'approximation? Ben, n vaut 1500, donc c'est supérieur ou égal à 30. La probabilité de succès est de 4 sur 10 000, c'est nettement inférieur à 0,1. Et si on calcule n fois pi, ça nous donne 0,6 qui est nettement inférieur à 5. Alors, on peut dire que x est approximativement distribué selon une loi de Poisson de moyenne 0,6. Donc, quand on cherche la probabilité que x soit inférieur à 2, ben, ça revient à calculer la probabilité que x égale 0 et que x égale 1. Et ça nous donne comme probabilité, donc ce que vous voyez ici à l'écran, qui est une probabilité de 0,878099. J'ai fait le calcul avec la loi binomiale pour voir si mon approximation était de qualité. Et effectivement, on peut constater que si on prenait la loi binomiale, la vraie réponse serait 0,878125. Alors, on peut voir que jusqu'à la troisième décimale, c'est identique, et à la quatrième, il y a une petite différence. Donc, il y a une erreur inférieure à 1 sur 10 000. Alors, ce qui est quand même très faible. Donc, l'approximation valait la peine dans ce cas-ci parce que c'était plus rapide à calculer. Et ça donnait un excellent résultat. On a vu que la loi binomiale, donc, était utile dans les cas où on a des situations de succès-échec et où on a des échantillons qui sont prélevés avec remise. Qu'est-ce qui se passe si, à la place, on prélevait sans remise les éléments dans l'échantillon? Bien, à ce moment-là, on aurait affaire à ce qu'on appelle une loi hypergéométrique. Donc, on vous dit que si on doit prélever successivement et sans remise dans une population de grand N unités statistiques, un échantillon de petit n unités statistiques, ben, dans cette population, il y a initialement k unités statistiques qui possèdent une certaine caractéristique. Donc, la probabilité de succès va être égale à petit k sur grand N. Et ça correspond à la proportion d'unités statistiques qui possèdent une certaine caractéristique. Donc, si grand X est une variable aléatoire qui correspond au nombre de fois où on pige une unité statistique possédant cette caractéristique, on dit que X est distribué selon une loi hypergéométrique et on va écrire ça de la façon suivante. On va dire X est distribué selon une hypergéométrique, donc le H va servir à identifier l'hypergéométrique, le H majuscule. Grand N, c'est la taille de la population, petit n, la taille de l'échantillon, et pi, la probabilité d'un succès. Si on a une loi hypergéométrique, ben, la probabilité que grand X soit égal à petit x, ça va être donné par combinaison de x dans le K, par combinaison de petit n moins x dans grand N moins K, sur combinaison de petit n dans grand N. Ça a l'air compliqué comme ça, comme formule, mais
Quand vous avez fait de l'analyse combinatoire, vous avez résolu des problèmes semblables à ça, alors que vous ne connaissez pas du tout l'hypergéométrique, juste à l'aide de l'analyse combinatoire. C'était exactement le même principe que vous faisiez, mais vous preniez simplement vos combinaisons. Et on va le voir dans l'exemple qui suit que ça ressemble beaucoup à ce que vous faisiez justement dans le premier chapitre du cours. Alors, voici l'exemple. On vous dit dans un groupe de 12 élèves, 3 sont inscrits dans le cours de statistique. On pige successivement et sans remise 5 étudiants. Alors, quelle est la probabilité qu'on pige exactement 2 élèves qui ont le cours de statistique? Alors, on va d'abord définir notre variable aléatoire et donner son support. On dit que X, c'est le nombre d'élèves dans le groupe de 5 étudiants qui ont le cours de statistique. Le support de X, ça varie de 0 à 3 parce qu'au maximum, on va en trouver 3 qui ont le cours de statistique. Et comme on cherche la probabilité qu'on en ait exactement 2 et que l'échantillon est pris sans remise, X sera distribué selon une loi hypergéométrique avec grand N égale 12, petit n égale 5, et la probabilité d'un succès sera égale à 3/12. Pour trouver la probabilité que x soit égal à 2, on va faire tout simplement la combinaison de 2 dans 3. Donc, on choisit 2 élèves qui font le cours de statistique parmi les 3 qui sont inscrits. Par la combinaison de 3 dans 9, donc on prend 3 élèves qui ne sont pas dans le cours de statistique parmi les 9, et on divise ça par combinaison de 5 dans 12. Donc, on choisit 5 élèves parmi 12. Alors, vous voyez, c'est vraiment ce que vous faisiez dans les premiers chapitres quand on parlait d'analyse combinatoire. La seule différence, c'est que là, vous avez une formule pour le faire. Alors, ça vous donne une probabilité de 0,3182. Maintenant, vous vous en doutez bien, comme pour la loi binomiale et la loi de Poisson, il y a des formules pour l'espérance et la variance. On dit que si x suit une hypergéométrique grand N petit n pi, alors l'espérance va être donnée par n fois pi, comme pour la loi binomiale, mais la variance va être égale à n fois pi fois 1 moins pi fois grand N moins petit n sur grand N moins 1. Et ce facteur-là, le grand N moins petit n sur grand N moins 1, vous allez le revoir souvent dans les derniers chapitres du cours. On va l'appeler le facteur de correction pour les petites populations. Pourquoi? C'est que ce facteur-là va nous être utile quand on va avoir affaire à des petites populations, mais si jamais on a des grandes populations, on va le négliger parce qu'on dit que quand grand N est grand, le facteur va tendre vers 1. Alors, il ne changera pas vraiment des calculs qu'on va faire. Par contre, si on a des petites populations, là, il va devenir important. Alors, revenons à l'exemple qu'on a fait précédemment. On va calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire dont il était question dans cet exemple. Alors, j'ai résumé la question et le nom de la variable et la loi. L'espérance, ce sera égal à n fois pi, donc ce sera égal à 1,25 élèves. Et la variance, ce sera égal à n fois pi fois 1 moins pi par grand N moins petit n sur grand N moins 1, donc 0,5966 élèves carrés. Alors, en résumé, si on prélève un échantillon dans un groupe avec remise, ce serait la loi binomiale qui s'appliquerait. Mais si on prélève un échantillon dans un groupe sans remise, à ce moment-là, c'est la loi hypergéométrique qui s'appliquerait. Les exercices que vous pourrez faire avec ça, ils sont dans la section 3.5. Là-dessus, bon travail et on se reparle bientôt.